Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le mercredi 22 janvier dans l'actualité ce soir. 351 km, 11 400 mètres de dénivelé positif. L'édition 2020 de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'est terminée ce mercredi en Haute-Maurienne. Avant cette dernière épreuve, Musher et chiens ont passé une nuit sur la base polaire du col du Mont-Cenis. Une nuit à 2000 mètres d'altitude, nous verrons le reportage de Fanny Péchinet. Une deuxième chance pour les vêtements jetés par les propriétaires et un tremplin pour des personnes en voie d'insertion. L'atelier 815 à Albertville mise sur le recyclage et l'économie circulaire. Et de 4 pour Rémi Coste. Le Musher français a remporté ce mercredi pour la 4e fois donc la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il avait déjà gagné les éditions de 2016, 2018 et 2019. Il remporte donc une nouvelle fois la course dans la catégorie Open. Il devient ainsi le premier quadruple vainqueur depuis l'existence de la compétition. L'Espagnol Iker Oskaidi a talonné Rémi Coste tout du long de la course et monte sur la 2e marche. Sur la 3e, on trouve la Française Aurélie Delattre. Dans la catégorie Limited avec les plus petits attelages, c'est l'Iséroise Cindy Duport qui l'emporte à 25 ans. Elle est la benjamine de l'événement. Des Mushers qui auront parcouru une 10e et dernière étape ces 2 jours en Haute-Maurienne. Au programme, l'ascension de Valseny à la base polaire du col du Mont-Cenis. Ils ont passé une nuit à la Belle Étoile aux côtés de leurs chiens. Une nuit en totale autonomie avant de redescendre ce mercredi matin sur les pistes des Tentes Bleues représentent leur chambre pour une nuit glacée au cœur des montagnes. Fanny Péchinet était aux côtés de l'un d'entre eux. Reportage. Il a ça dans le sang. Musher de père en fils, pour Pierrick, c'est une première. On peut dire qu'il marche dans les traces de son père. Pourtant, c'est bien le maillot de Serge Métier qu'il porte sur lui. Alors là, c'est ma première course. En fait, mon père, donc Serge Métier, était censé la faire, donc faire le trophée. Et hier, il a eu un problème avec le traîneau, le frein a cassé. Et du coup, en voulant maîtriser un petit peu les chiens, il s'est fait mal aux mains. Et sachant qu'il s'était fait opérer des mains il n'y a pas longtemps, il ne s'est pas senti de pouvoir continuer la course parce qu'il n'arrivait plus à tenir le guidon. Donc j'ai repris le flambeau. Venu en tant que handler, celui qui assiste le meneur de traîneau, le jeune homme va devoir conduire les chiens et finir la course que son papa a commencée. Pour cette première nuit auprès de ses animaux, Pierrick a encore beaucoup à apprendre. J'en ai un. Hop. Ah mais je me disais bien, il est ficelle. Le jeune Musher commence par étaler la paille au sol pour que les chiens s'allongent. Il les habille et prépare leur repas. La petite noire tout au bout et celle qui aboie là, elles sont affamées, elles ont toujours faim. Pour commencer, le Musher doit chauffer de l'eau pour réchauffer les chiens. Il va vite se faire aider par un vieil habitué. Il lui suffit alors d'ajouter les croquettes avec l'eau chaude. Puis, la vétérinaire arrive faire son check habituel. Donc j'ai 2 chiens qui sont blessés aux pattes. Donc demain matin, avant de partir, je devrais mettre un peu de graisse sur leur coussinet et des hottines par-dessus pour préserver leurs pattes. Mais a priori, c'est rien de bien méchant. Maintenant que les animaux sont nourris, il ne reste plus qu'à dormir avec une température de moins 2 degrés. Franchement, le froid ne me fait pas peur. Ça fait des années que je pars en Suède. Avant, je partais plusieurs fois par an. Maintenant, je pars, on va dire, une fois par an avec mon père, justement, pour l'accompagner. Et là, ça ne me fait pas peur du tout. J'ai pas peur du froid. J'ai connu des températures bien plus froides que ça. Pierrick a pris le départ de cette dernière étape à 9h18 du matin, plein d'envie et de fierté. Une dernière étape marquée par la présence sur place de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous le voyez, il est venu donner le départ aux attelages et rencontrer les membres de l'organisation de la course. Vous le voyez sur ces images de Fanny Péchinet, une visite qui a suivi sa présence sur le salon Grand Ski de Chambéry le matin même. Depuis le 9 janvier, la région de Lausanne accueille les meilleurs jeunes athlètes mondiaux. 1872 jeunes athlètes précisément âgés de 15 à 18 ans, 79 pays représentés, 81 épreuves organisées, 8 sites. Les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver s'achèvent ce 22 janvier après une dizaine de jours de compétition. Les cérémonies de clôture se déroulent au moment même où je vous parle. Chaque site de compétition bénéficie de son propre programme. Tous vont retransmettre la grand-messe lausannoise sur écran géant avant d'éteindre la flamme olympique simultanément sur chacun des lieux qui ont accueilli ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Vous voyez là quelques images du côté des Rousses où les jeunes ont proposé des spectacles au public.
Et ce mercredi donc signe la fin des 3e Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver, un dernier jour marqué par les épreuves transjeunes ainsi que la compétition de combiné nordique en relais mixte. Pas de Français sur le podium, mais une nouveauté qui a permis de clore ces JOJ sur une belle note au cœur de la vallée de Joux. Emmanuel Jaude était sur place aujourd'hui. On regarde son reportage. En ce dernier jour des Jeux olympiques de la jeunesse, le camp tricolore avait une dernière chance de rajouter une médaille au compteur avec l'épreuve novatrice de relais de combiné nordique mixte. Partis en 4e position à la suite de l'épreuve de saut, les 4 jeunes Français n'ont pas démérité. Jusqu'au bout, ils se sont battus, finissant l'épreuve au pied du podium. Une réelle désillusion pour ces jeunes athlètes qui voulaient tout donner devant leur public. Beaucoup de déception parce que j'arrive, je m'entraîne, je chauffe, je vois les coéquipiers que ça bouge, etc. Je prends le départ, on part avec de l'avance, en 3e place. Je me dis ça y est, on peut vraiment faire quelque chose. On est dedans, on est dans le match, on peut tout faire, tout peut arriver. Et je suis incapable de réaliser ce que je voulais faire avant la course. Incapable de continuer l'effort des coéquipiers. Alors même si j'ai fait tout ce que j'ai pu, très, très grosse frustration. Une déception qui n'empêche pas le clan français de repartir de ces JOJ avec 11 médailles en poche, dont 8 grâce aux seuls athlètes de Auvergne-Rhône-Alpes. Un bilan plus que positif qui laissera bien sûr des souvenirs indélébiles chez tous ces jeunes. Il faut dire qu'avec près de 650 000 spectateurs qui ont fait le déplacement pendant l'intégralité de la compétition, l'ambiance au bord des stades a de quoi impressionner. Déjà là d'être au JOJ, c'est énorme d'être sélectionné. Et là d'être aussi près de chez nous et tout, du coup il y a du monde qui a pu venir et autour de la piste, ça nous porte vraiment, c'est trop bien. Je m'attendais qu'il y ait du monde, mais genre pas autant, les tribunes et tout, ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis il y a d'autres pays et tout, donc ça fait bizarre, ouais, c'est trop bien. Ça m'a porté, je pense, vraiment, on était au-dessus, quoi. Si aujourd'hui le rêve olympique prend fin pour tous ces jeunes athlètes, le futur, lui, est déjà tout tracé. En effet, après de courtes vacances, tous les compétiteurs s'en retourneront à leur circuit national pour reprendre leur vie d'athlète, espérant un jour prochain être à nouveau sélectionnés pour représenter leur pays. L'économie circulaire à la Côte. Les friperies sont à la mode et le nouveau magasin L'Atelier 815 à Albertville l'a bien compris. L'enseigne propose des vêtements et accessoires issus d'un centre de tri situé à quelques kilomètres à Ugine. Son petit plus, des vêtements de qualité mais aussi l'insertion par l'emploi. Reportage de Clémence Roaldès qui a suivi cette chaîne vertueuse. En apparence, c'est un magasin comme les autres. 400 mètres carrés de vêtements, chaussures, accessoires et linge de maison. Mais ici, tout vient de la récup. Ouvert depuis un peu plus d'un mois, le magasin affiche des tarifs très attractifs. Il était important que ce soit pas trop cher, que ça colle au style de la fripe. Mais après, en connaissant aussi le commerce en général, on a fait une petite moyenne pour que ce soit accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde et pour tous les goûts. Petite démonstration. Le magasin emploie 3 salariés en insertion, à l'image de Christelle, qui a pu reprendre le travail après plusieurs années de maladie. J'avais quelques connaissances auparavant, mais c'est vrai que reprendre le travail, ça m'a permis de retrouver un petit peu de l'autonomie et puis savoir que je peux être utile quelque part. Un magasin écolo et social. L'histoire de ces vêtements, la voilà. Tout commence par des points de collecte Tri-Vallée. Il y en a 400 en Savoie et Haute-Savoie. Une fois transportés, les vêtements atterrissent ici, au centre de tri d'Ugine. Passage obligatoire par le tapis roulant. On trie par catégorie. On fait les pantalons, c'est pareil, les pulls, les anoraks par exemple. Mais c'est tout par catégorie dans un premier temps sur la chaîne. 2500 tonnes de textiles sont triées ici chaque année et seulement 2% d'entre eux rejoindront les portants du magasin. Sur la chaîne de tri, pas de machine, tout est réalisé à la main, là aussi par des employés en insertion. C'est notre vocation de marier intelligemment développement local, développement durable, insertion, économie, recyclage. C'est des mots qui parlent au jour d'aujourd'hui. Les vêtements abîmés partent, eux, côté recyclage, non sans mal. Le problème aujourd'hui, c'est que le recyclage, il ne se fait pas en France. Il n'y a pas de filière sur le recyclage en France. C'est plutôt des filières qui sont au Pakistan, en Inde, des filières lointaines et qui nous posent problème aujourd'hui. On aimerait trouver à tout prix
on aimerait arriver à relocaliser l'industrie du recyclage du textile en France. Un centre de tri et un magasin en parfaite coopération, voilà un bel exemple d'économie circulaire. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur Béton Blanc. On se quitte avec un peu de douceur dans ce monde de brut. Le festival de musique classique Classicaval se poursuit jusqu'à demain dans la station de Val d'Isère. 27 ans que ça dure. Mardi, un piano a été installé au sommet de Bellevarde à 2800 mètres d'altitude. Après un concert exclusif du trio Georges Sand, le public a pu apprécier quelques morceaux de jazz, mais également profiter du piano en libre accès. Les concerts ont lieu tous les soirs à 18h30. Toutes les infos sont sur le site de Val d'Isère. Après ces jolies notes, Victoria, à toi le mot de la fin. À demain pour un nouveau JT. Accès Direct, c'est terminé pour ce soir, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h30 avec World of Free Sport et la compétition Engadine Wind à Saint-Moritz du côté suisse. Demain, vous retrouverez Manu pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Il recevra Grégory Troussier du site Les Casiers Gourmands. Catherine Munier sera également sur le plateau pour présenter sa sélection de livres. Et enfin, la responsable communication de Courchevel viendra dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Je vous souhaite une très belle soirée, surtout prenez soin de vous.